Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Leadership d'Impact. Ce soir, nous allons poser une question qui est simple, mais qui est un peu challenging, qui pose beaucoup de défis. Est-ce que l'Afrique est vraiment libre? C'est la question qu'on va analyser ici. Comment peut-on parler de la liberté de l'Afrique tout en nageant dans la mauvaise gouvernance dans la plupart des pays? Ce soir, nous allons analyser cela. Ça fait plus de 60 ans que nous parlons de la liberté de l'Afrique. Nos pays ont été indépendants. Ça fait 60 ans au moins, mais les drapeaux ont changé, les constitutions aussi. Mais derrière ces symboles, les peuples africains continuent de vivre sous le poids de la dette, des influences étrangères, ainsi que des influences, d'instabilité politique, même des influences socio-culturelles, alors que on parle de l'Afrique qui a été libérée, qui est devenue indépendante. Alors, qui détient réellement le pouvoir en Afrique? Est-ce nos dirigeants? Est-ce des puissances étrangères? Ou ce sont des personnes qui détiennent des intérêts économiques et politiques, mais qui ne sont pas nécessairement des Africains. Alors, ce soir, avec nos invités, on va analyser cela. Et à la fin de cette émission, on espère que nos invités vont pouvoir nous donner, je dirais, une image de ce qu'est la liberté de l'Afrique peut ressembler, à quoi la liberté de l'Afrique peut ressembler, ou l'image même de l'Afrique libre dans, disons, 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir. Dans cette émission, on va aussi analyser même le rôle des jeunes. Est-ce que les jeunes que nous avons aujourd'hui sont-ils libres? Parce que peut-être les plus âgés ont été colonisés, c'est difficile pour eux. Est-ce que les jeunes que nous avons aujourd'hui sont vraiment libres? Alors, sans trop tarder, je vais vous présenter les invités. Moi, c'est Solange Ayanone. Je suis avec Monsieur Kanyana Kabare Bernard. Bonsoir, Madame Solange. C'est le papa de la maison. Bonsoir et bienvenue. C'est pas la première fois. J'admire votre participation dans cette émission. Chaque fois qu'on invite Papa Kanyana, il est toujours ici, il est toujours présent. Merci beaucoup. Il est chercheur, il est écrivain, il a été journaliste et il maîtrise des sujets liés à l'actualité régionale et africaine, même internationale. Nous avons aussi Monsieur Alfred Camus Jasna, et il est le PDG de Charlegon Media Group, et il est ici aussi en tant qu'analyste. C'est un journaliste professionnel et il a différents médias en ligne, en imprimé. Il a une grande expérience aussi dans l'analyse des sujets politico-économiques liés à l'Afrique. Bienvenue encore une fois, Alfred. Merci, Madame Solange. Et toi aussi, tu viens souvent. Merci. Oui. Merci aussi de ta participation. Merci. Alors, sans trop tarder, la question est simple. Est-ce que, pour vous, l'Afrique est libre? Récemment, le mois passé, on a célébré la journée de la liberté de l'Afrique. Les gens ont bu, ils ont dansé, ils ont prononcé des discours. Vous les avez suivis. D'ailleurs, Pan-African Movement, le Rwanda Chapter, ou le département du Rwanda a célébré aussi cette fête. Alors, est-ce que derrière les discours, derrière les danses, parce que quand il y a événement en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a à boire, il y a à manger, il y a à danser. Donc derrière ces manifestations, est-ce que l'Afrique est réellement libre, Alfred? D'abord, merci de m'avoir invité. Bon, le premier point que je voudrais d'abord
notifier, c'est que vous savez très bien que tout le monde aime être libre. Alors ça, c'est le commun de tous. Mais cette liberté, elle est chère, elle coûte. Et dans la plupart, surtout en Afrique, comme nous parlons de l'Afrique, vous savez que l'Afrique a passé par plusieurs étapes. Il y a d'abord la colonisation et nous sommes arrivés à l'indépendance, entre guillemets, parce que ce n'est pas une indépendance totale comme on le voit. Jusque-là, quelques pays se sont quand même démarqués à travers leur leadership. Et en ce qui concerne la grande majorité des États africains, ne ressentent pas, surtout au niveau de la population, il n'y a pas ce ressenti-là de cette liberté comme il le faut. Voilà, parce que quelque part, il y a des influences extérieures qui ont tendance à contrôler nos leaders chefs d'État en Afrique, dans ce qui fait que même si quelque part il y a des populations qui veulent vraiment vivre cette liberté-là dans le concret, et cela ne leur permet pas. Et vous voyez, je donne des exemples, quand il y a des journalistes qui s'expriment, qui donnent leurs opinions, analysent, et les activistes et tout ça, ils sont menacés en retour par nos leaders africains, soit nos gouvernements africains. Et jusqu'à là, nous savons que les Africains sont encore assoiffés. Et l'Union africaine, qui est le grand leader, cette grande institution, ne fait rien pour accorder cette liberté-là à tout le continent africain. Voilà, je m'arrête là à ce niveau. Merci beaucoup. Papa Kanyana, est-ce que l'Afrique est libre, si en tant que, peut-être je ne l'ai pas mentionné, mais souvent on le dit, en tant que aussi activiste des droits humains, est-ce qu'on peut dire que les Africains jouissent réellement de leurs droits en tant qu'Africains sur tous les points sociaux, économiques et politiques? Il a donné certaines faiblesses là où la liberté n'est pas vraiment acquise. Et selon vous, en regardant sous la perspective de droits humains, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci pour la parole, Madame Solange. Je vais d'abord dire que la liberté est toujours assujettie à la jouissance des droits. On ne peut pas être libre quand les droits de la personne humaine ne sont pas assurés. Et pour parler de cette affaire, moi je voudrais revenir à l'année 1948. Vous avez toujours... 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y en a même qui disent droits de l'homme, quel est cet homme-là? L'Afrique n'était pas encore indépendante. C'est là son malheur. Ce sont les colonisateurs qui ont prononcé la Déclaration des droits de l'homme et qui ont mis en place toutes les conventions pour protéger, pour permettre à leur pays de se développer en grande vitesse. Et nous, on nous a à un moment donné appelés arriérés, sous-développés. Et puis à un moment donné, on a négocié en voie de développement, comme si eux étaient déjà arrivés au bout du développement. Et peut-être que c'était en voie par rapport à eux qui étaient un peu loin vers ce développement. Non, madame, le développement, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas ce qu'on voit en Europe, ce n'est pas ce que nous voyons en Occident. Le développement, c'est global. Il faut d'abord la mentalité, il faut le respect de la personne humaine, l'absence de racisme. Il y a beaucoup de choses qu'on ne respecte pas dans le monde qu'on appelle développé. Là-bas, il y a encore la discrimination raciale. Comment on peut être développé
tout en discriminant les autres. Quels sont les droits pour vous qui ne sont pas respectés au niveau de l'Afrique? Nous avons deux catégories de droits. Il y a les droits civils et politiques et il y a les droits économiques, sociaux, culturels. Et l'Union africaine a ajouté droit au développement. Ça veut dire que pour les droits civils et politiques, les initiateurs de ces droits-là, ils ont fait en sorte que ce soit une part qui est gardée pour eux. Vous vous rappellerez de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 2-3 ans, lorsqu'un policier a piétiné M. Floyd. Un policier a piétiné M. Floyd sur la voiture et tout le monde regardait. Mais comme ce n'était pas un blanc, on n'a pas réagi. Il a succombé. Et après, on a manifesté. C'était en Amérique. Alors, revenons ici en Afrique. Même s'il n'avait pas le droit de piétiner ou de tuer ce noir américain, mais ici, quels sont ces droits donc ici, chez nous. Qui ne sont pas respectés. Ces droits, les droits civiques sont nombreux. Prenons quelques-uns qui ne sont pas respectés dans la plupart des pays africains. Le droit à la vie, par exemple. Vous trouverez que dans beaucoup de pays, il suffit qu'on vous suspecte d'avoir trahi la nation et on vous condamne à mort. La peine capitale, elle est encore d'usage dans beaucoup de pays africains. La peine capitale, c'est vous supprimez la vie d'une personne. C'est contre les droits civils et politiques. Et vous trouverez que certaines autorités dans certains pays, c'est une clique qui reste toujours là, même quand elle a 90 ans, elle est là en train de jouir et les autres croupissent dans la misère socio-économique. Alors, avant de jouir, pour nous les Africains, avant de jouir des droits civils et politiques, notre confrère l'a dit, tout le monde naît libre. Mais alors, plus nous grandissons, plus les uns passent à travers la misère et ils ne voient même plus le droit à la vie parce que les gouvernements et les États ne les protègent pas. Vous verrez que même les droits civils et politiques qu'on qualifie d'être les plus importants, les plus répandus, les plus utiles à être protégés par les gouvernements, quelqu'un qui est affamé ne peut pas espérer avoir les droits civils et politiques protégés alors qu'il n'a même pas mangé. Il n'a pas dormi, il n'a pas de maison, il n'a pas d'eau potable, il n'a pas de soins médicaux. Comment il va espérer vivre? Et tout cela, malheureusement, a été phagocyté par le système colonial qui nous a mis les bâtons dans les roues en mettant en place, par exemple, un homme politique qu'on veut. Vous voyez, les premiers hommes politiques après 1960, ce sont des personnes qui avaient étudié soit en Europe ou qui étaient connues par eux. Et on les a mis en place. Et ces gens-là, quand ils sont en place, certaines autorités, même aujourd'hui, servent les grandes puissances au lieu de servir leur peuple. Donc, pour vous, la plupart des droits ne sont pas respectés dans ne sont pas encore respectés, mais il y a quand même une démarche, il y a espoir, parce que les gens commencent à revendiquer, ils commencent à parler. Même maintenant que nous débattons à la télévision, c'est une liberté que nous avons. Merci. Mais limitée, hein? Elle est limitée, cette liberté. Mais on va y aller, c'est comme un pneu de tracteur. On va avancer. Justement, j'allais vous poser la question sur des signes de mauvais. Nous avons parlé de la liberté et de l'Afrique et de la malgouvernance ou la mauvaise gouvernance. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que la bonne gouvernance manque vraiment en Afrique? Et je pose cette question à Alfred en se basant sur un contexte qui est même débattu, là où on dit que ce ne sont pas les Européens qui doivent dicter
de la gouvernance qui est appropriée aux Africains. Alors, comment pouvez-vous répondre à cela, les signes de mauvaise gouvernance par rapport aux standards de gouvernance qui ont été identifiés ou mis en place par les Occidentaux et les Africains, est-ce qu'ils cherchent leur propre gouvernance ou la bonne gouvernance ou la gouvernance est universelle et il y a rien à discuter? Parce que les gens débattent sur cela, ils disent non, on dit qu'il n'y a pas de liberté de ça, c'est par rapport au contexte américain, au contexte européen, mais ils ne se dérangent pas pour analyser le contexte africain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, je peux répondre à cette question. Bon, d'abord, on peut dire ici la liberté, vous savez très bien que les Africains, avec leurs leaders, je vais d'abord commencer par l'Union africaine. L'Union africaine qui est une institution qui a été créée pour gérer les affaires politiques et même sur tous les plans, c'est-à-dire gérer la nation africaine à travers leurs leaders. Vous savez que l'injustice a commencé. D'abord, je vais parler de la libre circulation. Cette libre circulation, elle est d'abord garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 14. Et au niveau de l'Union africaine aussi, il y a le projet ZLECAf, zone de libre échange économique africaine. Donc, ça a été créé, je crois, il y a quelques années. L'Union africaine a mis sur pied le passeport africain en 2016. Et depuis 2016, qu'est-ce que moi, en tant que citoyen africain ou bien leader d'opinion, je peux constater? Nous constatons avec un grand regret d'ailleurs, parce que les leaders de l'Union africaine, eux, ils ont le droit de détenir le passeport diplomatique pour circuler librement comme ils veulent. Et depuis 2016, c'était ici à Kigali au Rwanda, que l'ex-défunt président tchadien Idriss Déby Itno, avec son homologue, le président de la République du Rwanda, son excellence Paul Kagame, ont inauguré ce passeport. Et ça a été promis par l'Union africaine qu'au plus tard, en 2020, ça va entrer en vigueur pour les Africains. Le passeport ordinaire pour les Africains va entrer en vigueur. Mais cela a été retardé. Nous sommes aujourd'hui en 2025. En quoi c'est lié à la mauvaise gouvernance? Ça fait partie. Parce que quand vous parlez de l'Union africaine a d'influence directe sur nos États africains. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans certains États africains, l'Union africaine peut sanctionner le pays. Donc, cette institution a aussi le pouvoir, mais ce pouvoir semble être contrôlé par l'extérieur, ceux qui la financent. D'ailleurs, je peux parler de l'Union européenne qui finance cette institution et les autres puissances aussi qui ne veulent pas que les Africains soient libres. Parce que circuler, ça veut dire aller chercher des opportunités. Donc, quand on ne vous donne pas le droit de circuler, ça c'est un frein. Ça c'est un frein au développement, c'est un frein aussi à la liberté. C'est contre la volonté des droits de l'homme. Alors, en quoi cela est lié à la mauvaise gouvernance? Donc, voilà, je parle de mauvaise gouvernance, ça c'est une institution continentale, mais elle est mal gérée. Mais lesquels qui sont à l'intérieur de cette institution de l'Union africaine? Donc, à chaque fois, on nomme un président, on nomme un président, mais on ne le vote pas. Le président de l'Union africaine est nommé. Donc, c'est à tour de rôle qui passe. Chaque une année, 2 ans, on passe d'un président à un autre, sans être élu. Donc,
Ça, déjà, c'est un problème. Si seulement le président de l'Union africaine est élu, ça sera mieux. Élu par les citoyens africains eux-mêmes, pas par les chefs d'État ou bien par la voix des gouvernements africains. Parce qu'il n'y a pas de transparence là au niveau de cette institution. Donc ça crée une malgouvernance. Parce que d'une manière ou d'une autre, ces chefs d'État là n'ont pas de compte à rendre. Que ce soit à l'Union africaine, que ce soit aux citoyens africains. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et chez eux aussi, ils font ce qu'ils veulent. Quelques rares de certains chefs d'État adoptent les étapes de la bonne gouvernance. Et ils sont rares, ils ne sont pas nombreux. On peut les compter au bout du doigt. Voilà. Et peut-être que je reviens à Kanyana sur justement les indicateurs de la bonne gouvernance. Il avait parlé du vote des présidents de l'Union africaine. Il y a même... ça, ce sont les élections. Est-ce qu'il y a d'autres signes de mauvaise gouvernance qu'on peut même identifier? Il a parlé de l'Union européenne, mais au niveau même des Africains, des pays africains, qui entravent la liberté même de l'Afrique. Alors, ces indicateurs ont été déterminés par l'Occident. Comment les domestiquer dans le continent par les leaders africains? Merci beaucoup, mais commençons d'abord par les mandats présidentiels en Afrique. Nous sommes au Rwanda. Ici au sud, il y a même aujourd'hui des réfugiés qui sont nés du fait que le président prédécesseur de l'actuel n'avait pas voulu quitter le pouvoir après l'expiration de son mandat. D'ailleurs, on dit la crise de 2015, c'est la crise du second mandat, ou du troisième mandat, je crois. Et en République démocratique du Congo, c'est la même chose. Mais les Africains disent, qui vous a dit que les gens doivent quitter le pouvoir alors que les citoyens peut-être les cherchent encore? Non, parmi les indicateurs de la bonne gouvernance, il y a l'alternance au pouvoir. Parce que quand une seule personne dans une république reste président pendant autant d'années qu'il veut, il pourra arriver à abuser. Et l'exemple n'est pas loin. Maintenant, les Africains parlent parce que nous sommes de plus en plus libres. Je peux parler du Cameroun. Un président qui ne vit même pas au pays, mais qui reste là. Et il n'assiste jamais au Conseil des ministres. Pourquoi les Camerounais ne le remplacent pas? On ne les remplace pas parce qu'ils le veulent, comme ça, ils sont tranquilles. On a les cordes dans les pieds, on ne peut pas avancer. Si on avance, les Occidentaux tirent les ficelles. Vous savez comment Amadou Ahidjo avait été au pouvoir au Cameroun? Vous savez comment Marien Ngouabi avait été tué au Congo-Brazzaville? Vous savez comment Chris Olympia a été tué au Togo? Vous savez comment Lumumba a été tué moins d'une année après qu'il soit Premier ministre du Congo? Il y en a qui ne le savent pas. Oui, on ne le sait pas. C'est dommage. Parce que nous, on nous apprend les montagnes de l'Europe et nous ne savons même pas comment s'appellent les villages où nous habitons. Voilà un problème. Nous devons apprendre à devenir des Africains. À un moment donné, le maréchal Mobutu avait osé prôner le recours à l'authenticité. Il a parlé des changements de noms et tout le monde a adopté. Mais dès que le maréchal est parti avec sa mauvaise gouvernance, voilà, maintenant tout le monde est allé creuser les noms chrétiens qui lui avaient appartenu il y a longtemps et qui avaient appartenu même à ses grands-pères. Il y a des gens qui ont 4 noms chrétiens. C'est pas seulement, même dans les autres religions, il existe des noms. Oui. Même en islam, les gens prennent les noms
Oui. Oui. Donc, vous avez parlé de l'alternance, l'indicateur qui n'est pas respecté de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Vous avez parlé de l'alternance je peux politique. Continuer. Oui, il y a la mégestion socio-économique. Nous prenons un exemple ici à côté. Quand vous apprenez que, d'ailleurs, le salaire du président Tshisekedi n'est pas connu, il ne l'a jamais dit. Mais nous savons que le sénateur n'a pas moins de 35 000 $ par mois. Et le député n'a pas moins de 21 000 $. Pendant ce temps-là, le militaire a 80 $ par mois. L'enseignant a, je crois, 120 ou 130 $. Est-ce que l'image du Congo reflète la réalité africaine? Oui, mais le Congo, c'est le pays le plus richissime du continent. Oui, mais... C'est celui-là qui devrait faire la locomotive pour charrier tous les autres. Oui. Et si au Congo, il n'y a même pas la paix aujourd'hui, c'est parce que justement, on ne voudrait pas lâcher les chaos là-bas. Si on lâche les chaos là-bas et que le Congo s'organise, le monde entier va se mettre à genoux. Donc la mauvaise gestion de la chose publique. Oui, la mauvaise gestion de la chose publique. Et puis l'éducation elle-même. On nous éduque, on nous apprend ce qu'apprennent les petits blancs. On ne nous apprend pas ce qui est utile à l'Afrique. Et d'ailleurs, nous apprenons. Comment? Je vous ai donné l'exemple du cours de géographie. Nous savons, aujourd'hui, je peux me rappeler même, la végétation qu'on appelle toundra. Toundra, vous avez appris ça? C'est la végétation de l'Union soviétique. Mais on ne connaît même pas les sortes d'arbres qui sont dans la forêt de Nyungwe. C'est vraiment dommage. Est-ce que la géographie, il n'y a pas une géographie qui est enseignée au niveau de chaque pays? La géographie qu'on nous apprend ici, c'est une géographie locale, mais elle est calquée sur ce que veulent ces gens-là. Aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, je donne un seul exemple. Vous avez toujours suivi que on dit que les minerais congolais n'existent pas au Rwanda. N'est-ce pas? Parce que tout simplement, à l'ouest du lac Kivu, il y a le Congo et à l'est, il y a le Rwanda. Mais on oublie une chose. Dans le lac Kivu, il y a les îles. La grande île du Juil, l'île d'Iko, l'île de Nkombo, l'île de Ibinja, l'île de... partout là. Je vais vous dire comment ces îles-là prouvent que la géologie occidentale du lac est la même géologie qu'à l'est, ici au Rwanda. Ça veut dire, on parle de la crête Congo-Nil, à partir de Nyungwe jusqu'à Kibuye. L'eau du côté ouest et descendait et entrait dans le lac Édouard via le lac Albert et dans le fleuve Nil, n'est-ce pas? Et l'eau de ce côté-là entrait dans le lac Victoria et partait. Mais alors, quand il y a eu éruption volcanique, les volcans Mahabura, les volcans Mikeno, les volcans Nyiragongo, les volcans, tout, il y a une chaîne de volcans là-bas qu'on dit. Quand il y a eu éruption volcanique, alors il y a eu beaucoup de laves qui forment aujourd'hui une partie de Musanze, une partie de Ruavu, une grande partie de Goma, une grande partie de Minova et une grande partie de Massissi et Rutshuru. Alors les laves là ont bloqué le cours d'eau. En bloquant le cours d'eau, alors les eaux ont formé des flaques. Et les flaques, plus l'eau entrait, plus ça montait. Et les collines les moins élevées ont été englouties. Et se sont peut-être démolies dans l'eau. Mais la montagne, au sommet de laquelle se trouve Idui, c'est ça que nous voyons, il est d'Idui. Même Nkombo, c'est le sommet d'une montagne. Même Iko, du côté de l'autre côté, c'est toujours le sommet de la colline. Ça veut dire que les mêmes montagnes, de l'ouest, les mêmes montagnes, là où se trouve le lac
Kivu aujourd'hui, les mêmes montagnes se retrouvent au Rwanda. La même géologie. S'il y a la castérite à l'est, il y en a au Rwanda. S'il y a l'or à l'ouest, il y en a à l'est. Et vous allez trouver ça dans... Et pourquoi vous, les Africains, vous n'enseignez pas vos enfants la géographie locale? Mais je vous ai dit qu'il y a un problème d'éducation. Ça veut dire... Justement. Les grands concepteurs... Vous l'avez déjà identifié. Les grands concepteurs du système d'éducation en Afrique sont les colonisateurs. Les experts qui venaient même nous faire la constitution, ce sont des Européens. Okay. Les experts qui venaient nous dire comment enseigner, ce sont les Européens. Comment voulez-vous qu'ils vous disent ce qui est important à vous? Ils ne vous disent que ce qui est important à eux. Ça, c'est au niveau de l'éducation. On ne peut pas finir tous les indicateurs de la mauvaise gouvernance, mais vous avez souligné certains. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que le Congo ou d'autres pays qu'il a mentionnés, là où on peut dire ici, dans ce pays, il y a vraiment mauvaise gouvernance? Nous parlons de l'Afrique. Est-ce que l'image de la RDC, l'image de certains pays qu'il a mentionnés, est-ce que c'est la même là où... Oui, ça peut exister partout. En Afrique, d'ailleurs, nous avons beaucoup de pays. Par exemple, je donne un exemple, le Niger et le Tchad. Donc, à l'ouest du Tchad et à l'est du Niger, c'est-à-dire les frontières, ces zones-là, il y a du pétrole. Quand tu traverses la frontière, du côté du Niger, il y a le pétrole. Du côté du Tchad, il y a le pétrole. Donc tous les deux pays sont des pays pétroliers. Donc ça, c'est des exemples. Mais je remonte au niveau de la réforme de l'éducation. D'abord, quand on réforme l'éducation, on va passer forcément par l'histoire. Et quand on enseigne bien l'histoire, cela veut dire qu'on enseigne, on va former des bons hommes pour l'avenir. Mais pour réformer l'éducation, l'idée doit venir du grand leader de ce pays, c'est-à-dire l'idée doit venir des chefs d'État africains. Et donc, tant que nos chefs d'État africains ne mettent pas le doigt sur ce côté de la réforme de l'éducation, ça sera un peu compliqué. Vous voyez? Donc tout sera bloqué. Parce que un ministre ne va pas se lever un petit matin sans l'aval du Premier ministre réformer l'éducation. Ou soit le Premier ministre ne va pas se lever et réformer l'éducation sans l'aval du Président de la République. Donc quelque part aussi pour réformer, le président en tant que chef d'État ou bien le pays entier va faire face aux ennemis qui ne veulent pas que nos systèmes d'éducation fonctionnent comme il se doit fonctionner par rapport à nos réalités en tant qu'Africains, enseigner la vraie histoire de notre continent et non les fake histoires entre guillemets, c'est-à-dire enseigner l'histoire des grandes puissances étrangères à la place de notre propre histoire. Donc, tant qu'on ne connaît pas sa propre histoire, ça sera très difficile de s'affirmer. Donc, l'identité en tant qu'Africain sera bafouée, c'est-à-dire que l'Africain en tant que tel ne sera pas digne de s'affirmer n'importe où que ce soit. Où est-ce que l'Afrique doit commencer? Est-ce que c'est au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est au niveau de la politique? Est-ce que c'est au niveau du développement? Vous allez peut-être me dire que c'est la question de l'œuf et de la poule. Bon, là où l'Afrique doit commencer, il y en a le point. Donc, j'ai donné le premier point. L'initiative doit venir du chef de l'État. Mais si le chef d'État ne fait pas, quelle est cette force qui va motiver le chef d'État à agir? C'est-à-dire la société civile, la nation. Si cette société civile, elle est constituée de bons leaders, les leaders des sociétés civiles, ils peuvent faire pression sur un État ou soit le chef d'État.
Voilà, parce que la société représente la nation. Et quand la nation est jalouse vraiment de son histoire, elle veut s'affirmer, et si le chef d'État ne le fait pas, ils peuvent le démettre, parce que la nation est une force. C'est possible en Afrique de mettre un président, ou c'est la théorie? Donc, quelles sont la part de responsabilité de nos dirigeants dans cette liberté dont nous rêvons, dont nous parlons souvent, de la liberté de l'Afrique? Il a parlé donc de prendre l'initiative pour amorcer le changement, mais est-ce qu'il y a d'autres rôles que les leaders africains doivent jouer? La réforme, il a parlé de la réforme éducative. Quel est l'autre rôle que les leaders africains doivent jouer? Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à dire non, on a été colonisé, alors. Non, mais moi je trouve qu'il y a quand même espoir. Oui, qu'est-ce qui doit être fait Nous par nos parlons dirigeants? de la liberté, c'est un concept très global, très grand. C'est comme un parapluie au-dessus de nous. Nous ne savons pas maîtriser cette liberté. C'est comme la pauvre démocratie là. La démocratie aussi, c'est très grand et on voudrait nous l'imposer. Alors que la démocratie, elle est toujours contextuelle et elle dépend de comment, de ce que vous voulez, de là où vous voulez aller et comment y aller. Ça, le chef de l'État du Rwanda l'a dit. Et son Excellence Paul Kagame, je crois que c'est une sorte de lampion dans l'air qui inspirerait tous les autres. Voyez le président du Burkina. Aujourd'hui, il est en train de dire nous ne pouvons pas continuer à traîner, à agir conformément aux autres. Agissons conformément à nous-mêmes et allons où nous voulons aller. Donc, j'espère que bientôt il y aura élection et on va le réélire s'il est encore là. Parce que beaucoup de gens commencent à s'inquiéter, on dit on va peut-être le tuer, mais il a évité à plusieurs coups d'État. Qui n'est pas mortel sur cette terre? Mais pourquoi on doit toujours attaquer les présidents, faire des coups d'État en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se transmettre le pouvoir pacifiquement? Mais ces coups d'État ont aussi une origine, madame. Je vous ai cité, Lumumba n'a pas fait une année. Oui, ça je l'ai On l'a même mis dans les fûts pour qu'il n'y ait même pas un cheveu qu'on voit. Alors, revenons sur le rôle de nos leaders. Dernièrement, on a amené un grand cercueil avec une seule dent. Ça, c'est un mépris. Revenons sur le rôle des dirigeants. Mais nos dirigeants viennent aussi de quelque part. Il commence à y avoir certains dirigeants, comme notre ami l'a dit, il commence à y avoir certains dirigeants qui se défendent de ces cordes-là qu'on leur a mis, mises pour ne pas agir librement. Certains commencent à chercher à agir librement. Et nous espérons que la liberté, je vous ai dit, c'est comme les pneus de tracteurs agricoles, c'est très grand. Ça va très doucement, mais nous y allons quand même. Commençons par ce qui s'est passé dans ce pays. Vous avez été témoin, madame. Vous avez vu que dans ce pays, on apprenait le cours de Kinyarwanda. Le cours de Kinyarwanda. On allait jusqu'à l'université, on faisait 4 ans ou 5 ans à l'université en train d'apprendre le Kinyarwanda. Seulement circonscrit sur ce petit pays, quelqu'un qui est licencié. C'était une façon de limiter la personne. Donc, il ne peut pas, c'est la linguistique. Mais les Chinois, ils étudient dans leur langue. Mais ça s'impose, hein, une langue, ça s'impose. Ça peut s'imposer sur le plan national. Après, ça va, je comprends, ça s'impose. Je suis d'accord. Que ça s'impose au niveau de tout le monde. Pas au niveau de quelqu'un qui l'apprend et qui
qui prétend qu'il est licencié et qui impose aux autres tout ce qu'il veut. Moi, j'ai enseigné à Kibéo en 87-88. Vous imaginez qu'il y a une élève qui avait seulement échoué avec 30% en Kinyarwanda, seulement, alors qu'il avait 66% au total et qui ne pouvait pas passer de classe. Oui, bon. Comment un enfant né au Rwanda peut échouer en Kinyarwanda? Alors, comment répondre comment trouver des solutions à ça? Comment les Africains peuvent valoriser, c'est d'ailleurs la prochaine question, peuvent valoriser leur langue, valoriser le savoir-faire traditionnel? Parce que quelqu'un m'a dit récemment, quand il a la toux, il ne prend pas de comprimés parce qu'il dit, mais les comprimés, c'est les herbes qu'on a pris, que nos grands-mères utilisaient. Alors, je les prends, peut-être avec risque de surdosage, mais quand même, ça traite. Je voulais dire, quand est-ce que l'heure va sonner pour valoriser la langue, les langues africaines, valoriser le savoir-faire traditionnel et même l'identité, même l'africanité, valoriser l'africanité plutôt que je dirais la division même des États. Parce qu'il a parlé de passeport. Oui. Si on valorise l'africanité, on n'aura pas besoin d'un passeport rwandais, passeport burundais, passeport congolais. Il y aura un passeport commun pour tous les Africains. Alors, quand est-ce que cette heure va sonner? Tel que pour les chefs d'État égoïstes, bon, ils peuvent, leurs citoyens peuvent détenir 2 passeports, par passeport africain, de l'Union africaine, et le passeport national. Où en est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est la fierté, le leadership. Il y a ce manque-là en Afrique. On n'en a pas beaucoup. Mais les vrais leaders. Mais les missions... Mais vous voyez au niveau des chefs d'État, quand vous prenez l'Afrique du Nord, il n'y a rien. Un leader panafricain, il n'y en a pas en Afrique de l'Ouest. Il y en a au moins 3. Prenez ici en Afrique de l'Est, il y en a au moins 2 ou 3. Vous voyez? Et en Afrique du Sud, il y en a au moins 1, on peut le dire. Mais vous voyez, quand on fait le total, je ne peux pas citer les noms, mais pour les avertir, ils savent déjà de qui il s'agit chez ces chefs d'État. Donc, quand il y a un manque comme ça, mais quand même, le peu que nous en avons, il faut que nous, en tant qu'Africains, encourageons ces chefs d'État-là. Le peu, ceux qui font le minimum, ceux qui affichent leur fierté africaine, là, il faut les soutenir parce qu'ils sont des bons leaders, que d'ailleurs beaucoup des Africains souhaitent qu'ils soient chez eux comme président. Donc c'est en faisant cela que on va motiver nos frères et sœurs des autres pays à exiger cela dans leur pays. Et au fur et à mesure, les pays vont rejoindre ces chefs d'État des pays qui affichent leur fierté, qui gouvernent bien, qui appliquent la bonne gouvernance dans leur pays. Et le rôle des jeunes sera lequel? Le rôle des jeunes, même pas des jeunes seulement, même de nous adultes, c'est de savoir s'assumer, savoir choisir. Ne pas se laisser entraîner par tout ce qui est par les vents qui proviennent de la colonisation et qui viennent de l'extérieur. Je vous donne un exemple, madame. Même maintenant, nous sommes dans un débat intitulé Leadership d'impact. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas déjà un grand pas? Vous savez, vous pensez que cette émission peut avoir lieu dans n'importe quel pays au monde, en Afrique? Il n'y a pas ce pays. Ce n'est pas n'importe quel pays où on peut retrouver cette émission. Et ce n'est pas dans n'importe quel pays qu'on peut parler comme nous parlons ici. Ça veut dire que nous pouvons déjà commencer à nous acclamer. Nous sommes déjà en avance pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la liberté. Moi, je vous ai dit, exemple personnel, je suis né au Congo. Au lieu de croiser un militaire le soir, il était bon de croiser peut-être un lion qui est déjà
qui est déjà, non, qui a déjà mangé et qui peut ne pas vous voir, vous passez à côté, vous arrivez. Mais un militaire, il vous approche, il vous demande l'identité, il vous demande des cartes de baptême, il vous demande... Et puis il commence à activer son fusil si vous n'avez pas la photo de Mobutu. C'est des billets. Est-ce que ça se fait seulement au Congo ou c'est même le cas dans la plupart des pays africains? Non, moi je parle de ce que je connais. Mais vous lisez aussi, vous suivez les actualités? Je sais ce qui se passe ailleurs, mais ça m'a marqué. Cela m'a marqué. Est-ce que vous êtes malade, vous allez dans un hôpital, notre ami vient de parler de la pharmacopée. C'est même vous qui avez dit ça. Vous allez dans un hôpital, vous êtes sur les lits de l'hôpital, vous n'avez pas de médicaments, mais on vous les prescrit. Alors il y en a qui préfèrent aller chercher des herbes pour se faire soigner en état à l'hôpital. Et d'ailleurs, certains hôpitaux n'ont plus de lits que ce que les Blancs ont laissé. Dans la plupart des pays africains? Oui, ça j'ai vu. Mais vous voyez par exemple, il y a des bâtiments scolaires qui ne sont bâtiments que ce que les colonisateurs ont laissé. Les autres bâtiments scolaires, c'est en planche. Ça, nous avons parlé du rôle de nos dirigeants qui doivent prendre l'initiative, changer les choses et même promouvoir l'identité africaine. Vous l'avez mentionné, mais et le rôle des parents, des adultes, c'est lequel dans cette africanité dont nous parlons, et le rôle des jeunes? C'était la question que j'avais posée. Le rôle des jeunes, d'abord, c'est de savoir faire les choix, j'ai bien dit, de s'assumer et d'accepter que ce qui est là, protégé par le gouvernement, par exemple, je parle de ce pays, ce qui est protégé par notre gouvernement est bon pour pouvoir cheminer vers plus de liberté. Et il faudra aussi que ces jeunes évitent d'écouter ce qui vient de l'extérieur, parce que actuellement les réseaux sociaux, ça ne fait que démolir. C'est très rare qu'on trouve un message sur les réseaux sociaux qui construit la personne, c'est rare. Il y en a même qui passent leur temps à parler de la santé, mais ils ne font que chercher à gagner. Choisissez de suivre les bons leaders et ne pas écouter ce qui vient de l'autre côté. Et on va bien avancer. Si j'étais au Burkina, je ne suivrais que le président. Si j'étais au Niger, je ne suivrais que le président. Ici où je le suis toujours. D'ailleurs, je vais même donner un cas. Vous savez qu'en Afrique, partout, il y a des chaînes de télévision. Presque chaque pays a une télévision nationale. Mais très rares sont les citoyens intellectuels qui suivent les télévisions de leur pays. On paye des canaux plus, on paye des je ne sais quoi, à regarder les histoires là les chimères, moi je veux dire. Et quand on dit qu'il y a une formation, par exemple, il y a un vieux qui a découvert que cultiver, prendre l'engrais chimique et mélanger avec l'engrais organique, ça peut produire plus. Ça, on ne sait pas, alors que ça se passe chez soi. Oui, merci beaucoup. On va vers la fin de notre émission, mais cela va même au-delà de la vie politique et même économique, même si c'est un peu lié. Aujourd'hui, j'ai accompagné quelqu'un à Sororo dans une cérémonie de funérailles, funéraire, et on discutait on se demandait comment tout le pays deviendra des cimetières. Est-ce que tout le monde veut imiter les Blancs? Vous voulez mettre les fleurs, les bétons, et même alors que chez eux ils ont déjà commencé à ne pas utiliser le béton et les carreaux. On incinère même les corps. Oui. On n'enterre plus. Alors, même l'enterrement, ils sont revenus aux méthodes traditionnelles d'enterrement, les méthodes de mettre le corps dans la terre et c'est fini. Alors qu'après 25 ans, le corps n'est plus, vous pouvez utiliser la même espace. Alors, on se demande pourquoi on veut toujours imiter, même jusque dans la vie de l'autre. Là, on veut imiter, les Africains veulent imiter les Blancs dans toutes choses.
Alors, est-ce que réellement, ma question est celle-ci, est-ce que l'Afrique pourra réellement se libérer économiquement, culturellement, sans faire une rupture radicale des puissances, avec les puissances qu'il a ce qu'on peut répondre, c'est que on ne peut pas vivre sans l'autre. On se complète, que ce soit l'Occident ou soit l'Afrique. Mais il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que ce que nous copions de l'Occident nous sert à quelque chose? Est-ce que ce que nous copions nous sert à évoluer? Nous sert vraiment à améliorer nos conditions de vie et tout? Mais si on constate que ce que nous copions ne nous sert à rien, mais nous-mêmes, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on a quelque chose de propre à nous qui existe dans le passé ou pas? Parce que si on remonte dans le passé, c'est l'Afrique qui a fait l'histoire. Si les gens racontent des conneries, ils disent que bon, l'Afrique n'a pas fait l'histoire, l'Afrique a fait l'histoire. Quand on parle de l'Égypte antique, c'est les Noirs qui ont fait l'histoire. Quand l'Égypte antique existait, où étaient les autres? Mais eux, ils ont eu l'intelligence d'écrire. Non, c'est ce qu'on appelle, c'est de la ruse. C'est de l'intelligence nocive. C'est ce qu'on appelle l'intelligence nocive. Ils ont cette intelligence pour faire du mal. Mais l'Africain a l'intelligence pour faire du bien. À l'époque de l'Égypte antique. Qui empêche les Africains de parler de cette histoire, Bon, vous savez, comme l'origine de l'humanité a commencé en Afrique, l'Africain a tendance à être beaucoup plus humain que les autres. Donc, par humanisme, l'Africain fait confiance aux autres. Et quant aux autres, à leur retour, ils font la trahison. C'est ce que nous vivons. Donc maintenant, ce que les Africains doivent faire, c'est quoi? C'est de faire retour à leurs ressources. Abattre les faux noms, parce que le nom détermine l'être humain. Parce que le nom est un influent. Le nom est comme nous commande, notre nom nous commande. Parce qu'un nom qui n'a pas de sens, cela veut dire que ton existence n'a pas de sens. Je ne peux pas aller prendre un nom, bon, mon prénom par exemple Alfred, Alfred ne veut rien dire. Mais Jasna a un sens. Jas veut dire capable. Na veut dire tous. Jasna, tous égaux. Donc ça a un sens. Ce nom me définit. Donc il faut retourner au nom. Oui. Il faut retourner au nom. C'est pourquoi le blanc, bon, je peux dire que le plus intelligent a su dès le début que ces gens, il faut leur enlever leur identité, les tromper, leur donner quelque chose qui n'ont rien à voir avec leur... Parce que quand on prie, maintenant, quand on parle de la spiritualité et tout, quand on prie, on va prier avec quel nom? Est-ce que nos aïeux connaissent nos noms, Alfred et tout? Non. Il y a une suite logique. Donc nous sommes coupés. Les Africains d'aujourd'hui, la plupart, la majorité, sont coupés. Ils ont coupé les liens avec leurs ancêtres. D'où la souffrance des Africains. Il faut garder ce lien-là. Parce que l'Afrique a enseigné l'euro. L'Afrique a enseigné toute l'humanité. Les Pythagore, les Newton, tous ces gens-là qui ont venu apprendre la philosophie en Égypte. Même ici, au Nord Kivu, on a découvert l'os d'Ishango à partir duquel les théorèmes de Pythagore étaient connus par les Africains, avant Pythagore. Mais, donc, en allant à la fin, il y a un problème que vous n'avez pas mentionné. J'aimerais que vous fassiez un commentaire par rapport à ça. C'est la corruption qui mine les Africains et qui mine même les leaders. Je m'attendais à ce que vous en parliez, mais on voit que la plupart des pays ou même des leaders sont corrompus.
de sorte qu'ils peuvent même vendre leur pays. Oui. Ah oui. Oui. Alors, et certains ne découragent même pas la corruption qui mine les différents secteurs économiques, développementaux. Voilà, bon, ce que je peux dire à ce niveau, en ce qui concerne la corruption, rapidement. c'est que pour décourager les corrompus, il faut que la société africaine, en tant que telle, la masse africaine, n'encourage pas, ne suit pas ces leaders corrompus et bien identifiés. Il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les écouter. Et les leaders d'opinion et tout, on ne suit pas un leader parce qu'il est beau ou bien parce qu'il parle bien. Non. Qu'est-ce qu'il présente et qu'est-ce que son programme aura de l'impact? Quel sera l'impact de son programme dans nos sociétés? Sans ça, ce n'est pas la peine de suivre ces gens. Parce qu'ils seront là pour ramasser les voix de ces peuples pour maintenant les vendre et récupérer de l'argent en retour. Et ça, c'est dommage. Donc, on appelle les Africains de manière générale à suivre les leaders responsables, les leaders qu'on les reconnaît par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent et respectent ce qu'ils appliquent. Voilà. Merci. La corruption, qu'est-ce que vous en... La corruption, pour moi, on est même corrompu depuis la naissance. À cause de la misère. Nous, franchement, madame, et mon confrère là-bas, vous naissez dans une famille misérable. Vous n'avez rien pour vous couvrir. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, vous n'avez pas de berceau, vous n'avez rien. Donc, ces privations-là, quand vous allez à l'école primaire, vous étudiez dans une paille pendant que le chef de l'État vit dans les buildings. Vous êtes déjà prêt à acquérir ce que le chef de l'État a parce que vous vous croupissez dans la misère. C'est là l'origine de la corruption. Ce sont des privations qu'on cherche à... On cherche à récupérer les manques, les manquants. qu'on a eu depuis l'enfance. Merci ça traumatise l'esprit. Je vais terminer. Même si on a vécu des privations, il faut arriver philosophiquement à s'assumer et à accepter. C'est-à-dire, on dit à Kinyarwanda, Kwiyakira. Être satisfait avec ce qu'on a, le minimum. Ce n'est pas nécessaire que nous allions tous au supermarché pour acheter. Moi aussi, je peux aller acheter les amarantes au marché et les légumes, et même les arachides, et je mange, et je suis bien chez moi. Ce n'est pas nécessaire que je mange la viande chaque jour. D'ailleurs, la viande, elle n'est pas bonne pour la santé. Merci beaucoup, Kanyana. Donc, chez nous, on dit un enfant mal nourri ne peut pas être leader parce que même s'il devient grand leader aussi, il aura toujours ce manque. Donc, il n'aura pas ce sentiment de servir les autres. Ok, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez depuis chez vous, partout en Afrique. L'émission, c'est Leadership d'Impact. On a parlé de la liberté de l'Afrique, de la décolonisation. On a parlé du rôle des leaders, du rôle des jeunes, du rôle des adultes et du rôle aussi de la société civile qui est une partie prenante de ce qui se passe dans les pays. Alors on conclut en disant que l'union fait la force. Si les Africains se mettent ensemble et qu'ils essayent de trancher les différends entre pays et qu'ils essayent d'avoir une même vision selon les intervenants et qu'il y ait une réforme économique, une réforme éducative et une réforme même politique, c'est sûr qu'il y aura la liberté de l'Afrique. Merci beaucoup, Alfred. Merci. Merci aussi, Kanyana. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Au revoir, c'est à mardi prochain.